Ravi, Julien et moi, d'être présents ici pour vous raconter comment Snowflake a vraiment transformé la manière dont April gère ses données. Mais je vais laisser la parole à celui qui est le mieux placé pour en parler, Julien. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Julien Le Tessier, je suis responsable de la Data Factory chez April. Déjà, je vais vous parler un petit peu d'April. April, c'est un courtier grossiste en assurance qui adresse tous les marchés de l'assurance, donc l'assurance de personnes, l'assurance de biens, la santé internationale et aussi depuis peu l'épargne et la retraite. April a été fondé il y a 35 ans, un peu plus à Lyon. On est très fortement implanté en France, mais aussi on se déploie maintenant à l'international. Et on peut dire que c'est une société qui est le fruit de rachats successifs, ce qui fait qu'on a un système d'information qui est très compliqué pour la taille de l'entreprise. On est 3000 à peu près. Voilà. Je parle un petit peu de la Data Factory, pourquoi on a créé cette équipe, quelle est sa mission. La mission, le motto, c'est collecter, organiser, mettre à dispo les données. Donc, c'est vraiment de la data. Et on fait 3 types d'activités. Data Warehouse, Data Lake, donc création d'infocentres avec la data vis derrière. Les flux interapplicatifs, parce que c'est notre compétence principale. Et aussi, on gère le référentiel prospect client du groupe April. Là, c'est plutôt un sujet opérationnel. Voilà, donc on a créé cette Data Factory parce que on a constaté qu'on avait plein d'entités, des systèmes d'information qui étaient silotés avec des technos différentes, et on voulait aborder une approche de standardisation et rationaliser tout notre écosystème data. Et tu as déjà réussi à embarquer. On voit que vous avez une implantation internationale. Tu as déjà réussi à embarquer toutes les marques dans ton initiative data. Comment se passe l'onboarding de nouvelles filiales dans les processus que vous avez imaginés? Alors au début, on a eu un scope purement France, qui est quand même, je dis, une grosse partie du chiffre d'affaires d'April. Et puis maintenant, sur la santé internationale, on travaille aussi avec les équipes côté Asie. Mais je t'ai pas demandé, Arnaud, d'où se vient ce badge de super-héros. Donc moi, je travaille chez Kerus. Je crois qu'on a une longue histoire de collaboration. T'en parleras par la suite. Mais en tant que fan de la techno Snowflake, en fait, j'utilise Snowflake depuis 2017. Donc, quand j'ai connu la techno, il y avait 3 personnes en France côté Snowflake. Maintenant, ils sont pas loin d'être 3000. Mais c'est une techno que je suis avec beaucoup d'intérêt et je publie pas mal de choses dessus. C'est pour ça que j'ai un titre dans la communauté Snowflake qui s'appelle Data Super Hero. D'où la veste qui fait des envieux. Très bien. Et comment la data contribue à la chaîne de valeur de April? Alors, April, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit des produits d'assurance, on les distribue et on les gère. On les assure plus, pas, parce qu'on n'est pas assureur. Donc, la conception, c'est le monde des actuaires, c'est des formats. Leur boulot, c'est de concevoir des produits qui sont bien placés, attractifs, avec un risque équilibré pour l'assureur, pour nous, pour le courtier qui commercialise. Donc ça, c'est le premier sujet, donner à l'actuariat cette capacité à construire des produits bien segmentés, bien positionnés, qui ne se cannibalisent pas dans les gammes. Ensuite, il y a la distribution. Historiquement, on vendait par un réseau de 15 000 courtiers. Et de plus en plus, comme tout le monde, on vend aussi sur Internet, ce qu'on appelle le canal direct. Donc notre sujet, c'est d'optimiser les coûts d'acquisition. Sur Internet, c'est savoir s'il faut acheter un lead sur Facebook ou sur un autre site ou un comparateur et évaluer la capacité à le transformer chez nous pour l'acquérir au bon prix. Et côté courtier, le sujet, ça va être plus d'aider le courtier à bien faire sa vente en lui proposant des relances par SMS, avec des outils de marketing comme Salesforce qui sont propulsés par de la data. Enfin, l'autre sujet sur cette partie distribution, c'est aussi d'identifier des personas pour dire ce courtier, il vend de la santé et de la prévoyance, toi tu es comme lui, tu vends que de la santé, je vais te proposer de vendre de la prévoyance. Voilà. Ça, c'est les 2 premiers sujets, donc conception, distribution et la gestion comme tout le monde, donc c'est vraiment tous nos plateaux de gestion opérationnelle, arriver à identifier les processus qu'on doit dématérialiser, digitaliser parce qu'ils sont trop time consuming, bien dimensionner nos équipes avec le bon mix de profils
et éventuellement faire du prédictif sur ce qui nous attend, puisqu'il peut y avoir des activités qui ont une saisonnalité importante. Par exemple, l'assurance moto, on ne la souscrit pas trop l'hiver. Et depuis quand vous utilisez Snowflake pour motoriser finalement toutes ces initiatives? Alors Snowflake, c'est arrivé au bon moment chez nous en 2019-2020, juste au moment du Covid. On a changé d'actionnaire, donc on a lancé un gros plan de transformation. Et ce qu'on souhaitait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la partie Data Factory, c'était adopter des standards. Donc, par exemple, sur la DataVis, on a dit plein feu sur ClickSense, et Kairos nous a aidé à migrer toutes nos DataVis sur ClickSense. Et sur les data platforms, en fait, on avait un peu tout, donc Oracle, SQL Server, MySQL et Postgre au moins, hétérogènes, des problématiques de dette, des problématiques de lenteur, de performance. Et donc, on s'est dit, Kairos nous a dit à ce moment-là, il y a un truc que tu devrais vraiment regarder, Julien, c'est Snowflake, c'est vraiment la solution du moment. On s'est dit, bon, très bien, on va la poker sur 3 périmètres très différents pour répondre à 3 pains différents. Donc le premier, c'était chez April Moto, donc l'assurance 2 roues. Eux, ils mettaient 16 heures à charger leur dataware par jour, ça laisse pas beaucoup de temps pour l'opérer. C'était du Postgre. Donc ils sont passés sur Snowflake et on est passé à 4 heures sans optimisation. Donc un vrai gain, un vrai démonstrateur de valeur. Deuxième périmètre, c'était sur la partie parcours de vente, distribution dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est des données semi-structurées, donc c'est du JSON, voilà. Et on reçoit beaucoup d'événements. Ils changent tout le temps. Il faut être capable de remettre ça dans une base relationnelle. Et là, on a voulu vraiment utiliser toutes les fonctionnalités d'un Snowflake comme le lateral flatten pour bien travailler les données semi-structurées, JSON en l'occurrence. Et on est passé d'un système qu'on chargeait péniblement en incrémental à un système qu'on charge en full tous les jours avec un time to market qui est démontré. Quand on a intégré un des derniers marchés qui était la santé collective, on avait estimé que ça serait 150 jours et on en a plutôt mis 30 ou 50. Voilà, donc il y a eu un vrai gain. Et le dernier, c'était plutôt pour la qualité de données de notre référentiel prospect client. Donc là, c'était un MDM. On a voulu le copier quotidiennement, donc une approche de clonage dans Snowflake pour être en capacité de travailler des données dans tous les sens et identifier tout ce qui n'allait pas. Parce que c'est un outil qui est alimenté par une quinzaine de sources de données et c'est autant de chances d'avoir des défauts de qualité. On en a comme tout le monde, donc on voulait pouvoir monitorer ça plus finement. Donc on a fait ce POC-là sur début 2020 avec Sylvain qui est ici, qui est responsable applicatif Snowflake. Et après, on a voté en comité d'investissement de dire, bon, allons sur Snowflake, ça marche, on a fait ses premiers périmètres. Ça, c'était notre premier plan. Et depuis, on n'a jamais arrêté. On a lancé un mouvement massif de migration sur Snowflake. Et aujourd'hui, les cas d'usage les plus critiques que vous adressez avec Snowflake, est-ce que tu peux nous les raconter? Oui, alors il y a vraiment un peu de tout. Je ne l'ai pas dit, mais un des premiers sujets, c'est de se désensibiliser de la gestion de l'obsolescence sur les data warehouse et data lake. Donc là, on n'a vraiment plus rien à faire. Et on en avait pas mal dans la maison. À la fin de l'année, je pense qu'on aura à peu près tout migré. Juste un petit mot sur la démarche. En fait, on a cloné au départ, c'est-à-dire qu'on a dit je garde SQL Server Muracle, mais je recopie avec du talent tous les jours sur Snowflake. Comme ça, les data scientists qui n'ont pas forcément accès avec une solution cloud sur le on-premise pour des raisons de sécurité sont en capacité de travailler toute la donnée dans un environnement qui est sécurisé. Donc, il y avait la migration des dataware pour ça. Donc, vraiment toute la partie BI, et ça répond à tous les services de l'entreprise, opérations, finance, commerce, marketing, le contrôle de gestion. Sur les use cases, donc en ce moment, on a un use case emblématique sur la gestion de la détection de la fraude en santé. Donc, par rapport à tous les use cases qu'on a de BI habituels, là, c'est un use case opérationnel, puisqu'en fait, on va être en collecte en quasi-temps réel des prestations santé. On va analyser, on va faire un score composite où on va calculer plein de faisceaux d'indices de fraude et on va renvoyer au système opérationnel le risque de fraude pour que l'outil éventuellement envoie au risk management qui va qualifier les dossiers et dire oui, effectivement, c'est de la fraude. On a ce sujet-là. Sur l'IA générative, on regarde beaucoup ce que fait Snowflake. On avait quelques MVP par ailleurs. On fait vraiment beaucoup de KPI pour piloter les apports de l'IA générative dans Snowflake.
Et on collecte aussi un peu de manière systématique toutes les données de l'entreprise, même des techniques. Par exemple, on a un API management. En fait, c'est hyper intéressant de pouvoir monitorer ce qui se passe sur les logs de connexion à nos espaces assurés. C'est des volumes qui sont importants, donc on envoie sur Snowflake. Téléphonie, même chose. On a un infocentre pour piloter tout ce qui est la relation, les opérations, la gestion, les flux entrants, sortants et le stock d'activités gestionnaires. On le fait comme ça aussi avec Snow sur la partie téléphonie. Et puis, on l'utilise aussi pour récupérer la partie CRM. On a des comptes rendus de visite qui sont faits avec l'outil Salesforce. On récupère. Et en fait, l'intérêt de Snowflake, je trouve, c'est aussi la capacité à croiser toutes les données, tout en mettant des rôles qui sont bien gérés au niveau conformité et sécurité. C'est-à-dire que Sylvain va paramétrer des rôles qui sont spécifiques pour un data analyst qui doit regarder pour le yard la relation commerciale, qu'il aura des données Salesforce, il aura donné de tous les data warehouse du yard, mais rien d'autre. Bah, ça fait une belle transition avec ma prochaine question, justement. Dans l'assurance, j'imagine que les enjeux de conformité, ils sont très importants. Conformité, gouvernance. Oui. Comment vous avez construit autour de Snowflake vos couches et votre stratégie de conformité? Alors déjà, quand on a instruit le dossier, il y avait notre DPO et puis notre RSSI qui était là. Et le RSSI a été agréablement surpris par la manière dont la sécurité était très très bien gérée dans Snowflake. Donc là-dessus, on a eu une validation, DPO aussi. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait de l'IP whitelisting, c'est-à-dire que c'est que les gens qui sont derrière un firewall April qui peuvent aller sur notre solution. Il y a le MFA, il y a tout ça qui est encadré. Et puis je redis, la gestion des rôles très fine, d'abord Airbag, ensuite UBAC, User Based Access Control. Donc ça permet de gérer ça. On a fait aussi un petit peu de data sharing avec une filiale qui devait avoir un subset de données. Ça, Snowflake permet de faire ça assez finement. Et puis il y a évidemment tous les sujets de gestion de droit à l'oubli, anonymisation qu'on fait de toute façon dans nos outils, qu'on a pu faire sur Snowflake, et le data masking aussi. Donc c'est assez riche. Et est-ce que toi, tu vois dans votre stratégie actuelle la convergence dont on a entendu parler ce matin pendant la keynote, avec des rapprochements forts entre Snowflake et les hyperscalers, beaucoup moins de data movement, beaucoup moins de tuyauterie et donc de maintenance et de dette technique, puisque chaque flux qu'on déploie, il faut le monitorer, il faut le maintenir en conditions opérationnelles, il faut le payer, puisqu'il a toujours un coût. Toi, tu vois ça dans ton usage au quotidien, que tu vas pouvoir petit à petit utiliser Snowflake pour aller, remplacer des fonctionnalités. Tu nous as parlé de la connectivité avec Salesforce, mais aussi avec plein d'autres outils. Et tu vois cette convergence se matérialiser? Oui, alors on le regarde vraiment de près parce que historiquement, on a démarré Snowflake en 2020. On avait une stack d'ingestion assez simple. On a mis un peu de temps à mettre au point avec du talent pour faire du clonage et ça fonctionne bien sur tout type de GBD. À l'intérieur, on fait un peu tout. C'est-à-dire que selon les périmètres, selon les personnes qu'on a, parce que l'Asie, ils n'ont pas de talent par exemple, on fait beaucoup de tables dynamiques ou des tasks. Et ça, c'est super. On a parfois du talent en mode LT2C. Il y a des gens qui font du DBT on-prem dans le groupe, des gens qui font du Python, on travaille en .NET, enfin on travaille avec plein d'outils la data, mais on s'intéresse beaucoup à ce qui a pu être présenté ce matin, notamment sur DBT Project, intégré dans l'écosystème Snowflake avec cette capacité de bonne gouvernance, tout est au bon endroit. Même chose sur les sujets d'IAGN, on fait des POC autour de toutes les solutions Cortex qui ont été présentées ce matin en plénière, et moi je suis bluffé parce que à chaque fois que je regarde, ça a changé en fait. C'est hyper dynamique comme écosystème, donc c'est très intéressant et on suit ça de près. On n'a pas encore déployé use case en production, mais on regarde ça. Super. Et sur la partie iceberg, c'est des choses que vous utilisez pour réduire un peu de friction, peut-être avec les équipes pour la lutte contre la fraude. Est-ce qu'ils travaillent avec des outils différents et on contribue à un patrimoine data commun qui est dans le Lakehouse, donc avec Apache Iceberg? Ou est-ce que c'est pas encore des choses que vous utilisez Non, c'est vrai que détachement de la donnée. On a regardé un petit peu, mais en fait, on n'a pas forcément identifié de business case sur la partie iceberg pour l'instant. Et il y a d'autres annonces qui t'ont marqué de ce matin ou des différents échanges que tu as pu avoir avec... Ouais, alors un point qui m'a intéressé, plusieurs, mais c'est le partenariat avec Microsoft.
parce que nous, on a aussi du Azure pour tout ce qui est Python, Machine Learning, test GenAI. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a un rapprochement par rapport à ça. Et d'une manière générale, ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce qui est sémantique et data cataloging. On en a besoin, nous, pour plein de choses. C'est aussi pour démontrer à nos porteurs de risque, les assureurs, qu'on gère bien nos modèles et que c'est bien documenté. C'est aussi pour l'onboarding des nouveaux arrivants sur la capacité à exploiter les données. Et puis, évidemment, demain, sur les agents et tout ce que l'IAGEN va nous permettre de faire. Donc, plus on pourra documenter au cœur de la plateforme et mieux ce sera, plus ça sera automatisé, mieux ce sera aussi, puisque ça peut être chronophage. Pour le self-service, pour la surveillance de la data quality, avoir une couche sémantique standard, je ne sais pas si on se rend vraiment compte de l'importance que ça a, mais ce standard, il va permettre d'interconnecter nativement tous vos outils, à la fois sur le plan de la donnée et sur le plan de la métadonnée. Et c'est ça c'est quand on arrive à avoir cette connexion qui est vraiment sans couture, sur tous les outils qu'on utilise dans la plateforme de données, ça a vraiment une puissance. C'est plus facile. C'est quoi les use cases de demain que vous êtes en train de regarder? J'imagine dans vos plans stratégiques, il y a cette vision de se dire maintenant qu'on est outillé, qu'on a de la donnée partagée, unifiée, qu'on a confiance dans nos données, qu'on a réussi à se prouver à nous-mêmes qu'avec Snowflake, on accélérait la lutte contre la fraude, par exemple. Est-ce que vous regardez je sais que tu peux pas divulguer forcément de choses concurrentielles, mais dans quelle direction vous regardez? Moi, ce que je retiens, c'est que Snowflake, il n'y a pas trop de limites et qu'on peut aller de plus en plus vers l'opérationnel avec du découplage, passer par des systèmes de queuing. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous parce qu'avant, on avait un peu une dichotomie, beaucoup de sociétés, BI, le système décisionnel, système opérationnel, transactionnel. Et là, ça rebat vraiment les cartes, plus toutes les nouvelles fonctionnalités. Après, sur les use cases, je ne vais pas en citer comme ça particulièrement. On a aussi quand même beaucoup de sujets de KPI, de pilotage, parce qu'on n'a pas tout équipé. Et plus on collecte de la data, plus les use cases naissent naturellement là-dessus sur le pilotage. C'est vrai que moi, j'avais coutume de dire à mes clients, si vous voulez faire vous rapprocher en dessous de la minute, vous allez devoir utiliser une autre architecture. Snowflake répondra plus. Depuis le mois de juin et l'annonce de la nouvelle architecture de Snowpipe Streaming, on peut descendre à des latences de 15 secondes. Et ça, c'est sur toute la chaîne. Même les Dynamic Tables, elles peuvent descendre à 15 secondes. Donc là, on est dans le temps réel du métier. On n'est pas dans le temps réel du logiciel militaire, mais on est dans le temps réel du métier, puisque 15 secondes pour 99,99% des cas d'usage, ça va nous suffire. Et on a un curseur à modifier quelque part pour aller fluidifier toute la chaîne. Et c'est la puissance aussi d'avoir ce plan de la métadonnée et tous ces outils qui convergent. C'est que les outils, eux, ils savent s'appuyer sur les outils d'ingestion, ils savent s'appuyer sur cette nouvelle architecture. Et avec l'arrivée de Snowflake Postgres, vous aurez un Postgres managé par Snowflake et qui sera directement répliqué sur les données de... J'ai pas assez changé de slide apparemment. T'inquiète pas Nathalie, Ah non, c'est toi qui t'es loqué. Donc vous aurez vos données opérationnelles qui seront répliquées dans vos tables Snowflake en Change Data Capture. Et ça va être assez puissant toujours pour réduire la friction et accélérer les usages. Effectivement, c'est intéressant. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est la partie FinOps. Moi, j'avais beaucoup aimé la conférence de l'année dernière sur la partie FinOps. Et je trouve que l'outil a un gros apport sur la capacité à comprendre quel warehouse nous coûte le plus d'argent, quelles requêtes sont mal fichues. Nous, on a fait beaucoup d'optimisation avec l'équipe ces derniers temps parce que c'est super quand il y a beaucoup d'usages. Nous, on s'arrête souvent à la partie data warehouse. Bon, on peut faire la partie vise, mais il y a aussi des data analysts qui vont construire des vues et des vues de vues de vues de vues. Et au bout d'un moment, on se dit ah bah c'est lent. Ils nous disent ah c'est lent, et puis on comprend pourquoi. Donc on leur met une table dynamique et puis tout va très bien. Moi, j'aime beaucoup ce côté transparent de la plateforme. Et puis on a vu qu'il y avait encore des améliorations sur les warehouse Gen 2 ce matin. C'est un point qui est important aussi. Ouais, les Gen 2, si vous avez des merges, insert, delete, etc., les Gen 2 ils sont beaucoup plus performants et pour les projets DBT, ça marche très très bien. Et d'ailleurs, pour la partie optimisation des coûts, la baguette magique qui arrive très bientôt, c'est les Adaptive Compute, Adaptive Warehouse, qui vont justement se scaler automatiquement, choisir le bon mode de compute. On mettra juste un cap sur
par requête, je veux pas que tu démarres plus qu'un warehouse L, par exemple. Ouais. Et il va se débrouiller pour optimiser les workloads. Donc, on va encore un pas plus loin dans la simplicité de Snowflake, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus, comme aujourd'hui, à choisir notre taille de t-shirt. Ouais, ça se fait tout seul. Ouais, ça va être vraiment très puissant. Est-ce que tu as un conseil en tant que responsable de Data Factory qui a quand même... D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Alors, fait un paquet d'années. avec Kerus, ça fait une quinzaine d'années. Ça a été toujours notre partenaire data principal, on va dire, et qui nous a apporté du conseil, qui était présent dans les projets de migration, et même sur la partie centre de service, et puis autour de l'écosystème qui est finalement assez simple, principal chez nous, qui est Talend, Snowflake, Qlik. On a aussi du BO, du SAS pour l'actuariat, et du Python, bien sûr, mais... Et du coup, à part choisir Kerus, Ouais. tu as un autre conseil à donner aux gens qui sont dans ta position, qui doivent monter une initiative data, une data factory, une stratégie, mobiliser des équipes, onboarder, créer de l'adhésion, aussi trouver tes champions, etc. Quel serait le conseil que tu pourrais donner Alors, pour moi, l'évidence, c'est qu'on est là pour servir le business. Il faut partir des use cases qui sont démonstrateurs de valeur. Moi, j'ai trouvé que ce qui marchait bien, c'était de faire le clonage pour donner à des gens qui exploitent la donnée un endroit où ils peuvent y aller vraiment très fort et ça répond sans commune mesure avec ce qu'on avait avant. Ça, c'est un vrai démonstrateur de valeur. Après, nommer un responsable applicatif comme Sylvain, former toute l'équipe, c'est important. Être accompagné par un partenaire pour l'époque, pour le démarrage, je pense que c'est important aussi. Et puis sur l'acculturation et le fait de démontrer ça au métier, ça n'a pas toujours marché. Ça a bien marché. Sur l'actuariat, on va dire que c'était des résultats plus contrastés parce que c'est des gens qui ont peu de temps, qui sont en confiance avec leurs outils de référence comme SAS. Donc on est allé jusqu'à faire des traductions de programmes SAS pour montrer. Donc ça y va petit à petit. Tous les périmètres se font pas en même temps. Il faut prioriser par la valeur, commencer petit, je pense. Et je trouve que le clonage est une bonne manière d'y aller au départ aussi. Et puis surtout, on paye que ce qu'on consomme, donc on a le droit d'expérimenter, de se tromper. Ouais. Dans les enjeux, justement, tu as cité l'enjeu qui est très juste, c'est d'attribuer, d'investir suffisamment de temps pour suivre les évolutions technologiques. On a entendu qu'il y a eu 250 nouveautés au cours de la dernière année. D'ailleurs, Sridhar, le patron, la première chose qu'il a fait en arrivant chez Snowflake, il a dit « Arrêtez de mettre des choses en private preview ». On met pause et on délivre en generally available des features. Donc vous, j'imagine que vous avez une veille, que vous faites une veille, on le fait ensemble d'ailleurs, mais une veille techno. J'en ai discuté avec Sylvain à midi qui expérimente beaucoup avec Snowflake Cortex. Et donc c'est quoi l'enjeu le plus présent dans ton équipe? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est technique justement pour suivre les évolutions et continuer à pouvoir jouer ce rôle de défricheur auprès des métiers? Alors je pense que Sylvain dirait qu'il n'a pas assez de temps pour pouvoir faire cette veille en plus. On est accompagné par Kerus, par Snowflake aussi. On a toujours un architecte Snowflake qu'on voit régulièrement sur des instances pour identifier tous ces nouveaux sujets. Après, l'outil, maintenant, il est bien implanté. Je pense qu'on doit avoir 200 utilisateurs. Et surtout, ce que je trouve bien, c'est que c'est de tout type. Il y a vraiment... un peu tout le monde. On a fait aussi des cas d'usage où on n'avait pas le temps de faire une data vise. Et on a ouvert au métier un espace. Ah oui, je crois que c'était pour la justification comptable. On les a formés, on leur a fait des requêtes toutes faites et ils vont dessus pour justifier ça. Donc en fait, c'est bien implanté dans tous les secteurs de l'entreprise pour l'instant. Et le sujet, après, c'est savoir à quel moment tu as raison. Si tu vas trop tôt et que le produit change, il y a du rework. J'entendais la fin de la conférence d'avant, c'était ça qu'il disait. Nous, on est peut-être un peu plus prudent par rapport à ça quand on se dit bon, c'est bon, le truc est stable, on y va. Et en même temps, Snowflake, on a été quand même, je pense, dans les premiers parce qu'il y avait un vrai pain et on ne pouvait plus continuer comme ça. 2019, voilà. Ouais, le point, c'est que même sur des solutions de data warehouse, on travaille plus de la même manière. On va cloner des données, c'est un clic, c'est immédiat. On se pose pas la question, on fait du Google Run. Avant, on pouvait attendre une semaine pour provisionner un clone d'une base énorme. Maintenant, il n'y a plus de problème. Ça, c'est un vrai accélérateur aussi. Ouais, c'est ça qui m'a fait tomber dedans, dans la techno aussi. C'est de ne pas avoir à maintenir un pipeline de dev pour avoir des données, mais pouvoir cloner la prod. Je vois le temps qui tourne, il nous reste 5 minutes. On a choisi de laisser du temps aux questions. Donc, je ne sais pas si dans l'assistance, vous avez des questions à poser à Julien. N'hésitez pas, on est là pour ça.
différence un petit peu, on peut dire Talend et alors, pas encore. C'est une bonne question. Attends, je vais la répéter, juste la question, c'est parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais est-ce que vous avez pu tester OpenFlow et le mettre en concurrence avec Talend? Alors, pas encore. Et effectivement, pour moi, Talend, il a plusieurs usages chez nous. Je l'ai dit, c'est tous les flux interapplicatifs et ça, je pense pas qu'on va changer. On a un patrimoine qui est très important, appel de web service, fichiers, bases. On sort un peu de la data sur ça. Moi, je ne changerai pas. Après, il y a l'ingestion. Effectivement, la copie, pour l'instant, nous, on a investi dans le fait de coder ça, surtout les SGBD, ça marche. Ça peut être intéressant de voir ce que OpenFlow peut nous apporter. Et puis après, surtout, il y a ce qui se passe à l'intérieur. Moi, quand je vois que 60% des projets sont faits avec DBT, je me dis, bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on regarde. On a aussi ODI sur la partie ELT, sur du legacy. Donc, on réfléchit à rationaliser les stacks, mais OpenFlow, on n'a pas regardé encore, non. L'avantage, quand on essaye, c'est qu'on paye que le compute d'OpenFlow. Donc, ça vaut le coup, le coup de l'expérimenter. Il vient avec tout un tas de connecteurs. Moi, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est buy, achetez le meilleur produit. Quand vous vous rendez compte qu'il vous coûte trop cher, bah là, vous regardez le make en descendant d'un niveau de complexité. Donc, OpenFlow, je pense que ça peut être un très bon outil pour aller remplacer les 20% des flux qui coûtent le 80% de la facture d'ingestion. Est-ce que vous auriez une autre question dans l'assistance? Est-ce que vous êtes outillé pour les problématiques de data quality? Donc la question c'est, est-ce que chez April, vous avez déjà une stack d'outillage pour la data quality? Alors en fait, on a plusieurs trucs, mais beaucoup de maisons. Déjà sur ce qui est data warehouse, on fait des contrôles très métiers depuis 15 ans. Entre les systèmes opérationnels, décisionnels et puis l'actuariat, on va dire SaaS, on regarde tout ça. Ça, c'est vraiment un outil qu'on a développé nous-mêmes, qu'on maintient maintenant sur Snowflake. Ensuite, on a fait un outil de contrôle de qualité générique en interne, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait le tour des entités, tout le monde avait son petit outil. Je dis, bon, on va en faire un central, et de dire, regarde, tu fais là, puis c'est pareil. On a fait ça. Et par contre, là où on utilise beaucoup Snowflake, je l'ai dit, c'est sur le référentiel prospect client. Là, tout derrière, c'est du Snowflake. On a fait une petite data vise en D3 et HTML, mais c'est des grosses requêtes qui tournent sur Snowflake dans tous les sens pour brasser tous les étages d'un outil de master data management. Voilà. Et l'occasion est trop belle pour moi de dire qu'on a développé chez Keros un outil de data quality qui est une surcouche de Cortex. En fait, on pose des questions aux données en SQL, on apporte les réponses à Cortex, on lui demande de nous préparer la prochaine question à poser pour creuser la data quality, et après on peut positionner automatiquement les data metric functions et les expectations pour avoir le suivi de la data quality directement sur Snowflake. Donc ça marche très très bien là, on est très content de cet outil. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous en parler sur le stand de Keros. Si je peux donner un feedback sur la qualité, parce qu'on en fait depuis longtemps sur cet outil, moi, je pense qu'il faut quand même se concentrer sur des contrôles métiers. Parce que sinon, s'il y a 1000 contrôles, c'est vraiment compliqué à monitorer. Donc nous, on fait des contrôles volumétriques et des contrôles très métiers. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui fait qu'une campagne Salesforce ne va pas marcher, par exemple. Donc si ça sonne, on écrit au fournisseur de données, on regarde, tu refais. Une dernière question pour la minute qui reste. Il y en a plusieurs, on peut les prendre, je sais pas si... Allez-y. Ouais. La question, c'est quel est l'avantage d'avoir DBT si on utilise déjà Talend pour faire de la transformation? Alors, je pense que Talend, il est historiquement positionné comme un ETL, donc Extract Transform Load, alors que dans Snowflake, c'est plutôt de l'ELT qu'on fait. On load la data et on fait travailler le moteur SQL. Alors, Talend a des composants là-dessus, mais de ce que je comprends de DBT, il y a quand même une couche sémantique qui est assez intéressante, l'intégration du testing, qui me semble vraiment plus typée. Il fait que ça, DBT, alors que Talend fait plus de choses. Mais c'est ça qui nous intéresse aussi. Et je pense qu'il y a aussi un shift culturel parce que les data engineers, on en a plein qui font du Talend et ils jurent que par Talend. Par contre, quand on va avoir un data analyst qui veut dire regarde, c'est du SQL avec du templating, etc., ou même un data scientist, ça va plus leur parler, ça. Donc, il y a aussi ce point-là, peut-être, c'est la population qui est derrière. Ouais. Je pense que ça brasse un peu plus large, mais je le dis, ça ne remplacera pas Talend. Voilà.
C'est devenu quasiment un standard Ouais. dans la transformation de données, Ouais. donc ça permet d'utiliser le même outil sur différentes plateformes et d'avoir plus facilement la capacité à recruter et à former du monde. Et il y avait une autre question. Après, c'est construit sur plusieurs Oui. Vous avez travaillé sur l'organisation des modèles et comment est-ce que vous faites sur cette activité? Alors, on n'a pas travaillé sur la normalisation des modèles en fait. C'est-à-dire qu'on a des assets transverses comme le référentiel prospect client qui sont irrigués par tous les systèmes. On a pareil sur les opérations, sur la partie relation au courtier. Mais après, les data warehouses d'une entité et de l'autre, ils sont différents. Moi, j'ai en souvenir, j'ai travaillé sur les espaces assurés, les self-care. On avait 2 entités qui faisaient presque le même travail pour adresser le segment de la TPE. Quand on fait le deuxième, on dit on va prendre le même modèle. Pas réussi. En fait, c'est compliqué, les modèles d'assurance. C'est difficile d'harmoniser. Moi, je pense que la solution, c'est plus un étage de réconciliation au-dessus. On le fait, par exemple, pour la relation aux assureurs. On est en train de construire une couche méta où on va le faire en disant tu m'envoies toutes tes données. Donc, côté finance, côté actuariat, on a des sur-ensembles, mais après, toute la partie BI d'une entité, elle reste à la main de l'entité, au métier de l'entité. C'est trop spécifique, je pense. Enfin, voilà. Merci beaucoup. On va vous libérer. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi d'être sur scène avec Julien. Un client qui nous fait confiance et qui nous montre, ça fait vraiment Énormément plaisir et merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher.